Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour cette nouvelle analyse. Si on cherchait à trouver la véritable épine dorsale de notre monde moderne, de notre économie numérique et même de nos réseaux d'énergie verte, eh bien on ne regarderait pas vers le ciel étoilé. Non, pas du tout. On entamerait plutôt une descente complètement vertigineuse, à plus de 3000 mètres sous la surface de l'océan. Aujourd'hui, notre exploration nous emmène voir la réalité brute et physique de nos infrastructures sous-marines. C'est un monde plongé dans une obscurité totale, glacé, où les lois même de la physique poussent l'ingénierie humaine dans ses retranchements les plus absolus. Alors pour commencer, il y a une question toute simple, mais qui bouscule pas mal d'idées reçues. Où se trouve réellement ce fameux cloud ? On adore tous cette métaphore du nuage. C'est hyper rassurant, ça donne l'impression que nos données, nos visios, nos transactions bancaires, tout ça flotte paisiblement dans les airs. Mais la réalité, c'est que le cœur battant de notre monde hyper connecté n'est absolument pas dans le ciel. En fait, il est enfoui sous l'eau, posé à même le plancher océanique. C'est vulnérable et c'est d'une complexité folle. Ce qui nous amène à notre première partie, l'illusion du monde immatériel. Il est vraiment temps de casser un peu ce mythe d'un monde parfaitement virtuel et sans friction. Parce que derrière chaque email qu'on envoie, derrière chaque mégawatt d'énergie éolienne maritime, il y a une infrastructure physique gigantesque. Elle est souvent invisible pour nous, mais elle est vitale. Le contraste entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité matérielle est juste dingue. On pourrait se dire, logiquement, mais pourquoi on passe pas tout par les satellites histoire d'éviter la mer ? La réponse, c'est de la physique pure et dure. La bande passante des satellites, même les plus modernes, c'est littéralement une goutte d'eau comparée au fleuve massif d'informations qui transitent dans un seul câble sous-marin en fibre optique, un câble qui, au passage, n'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage. La lumière qui file dans ce verre sous l'océan offre un volume et une vitesse qu'on ne peut tout simplement pas égaler autrement. Pour vraiment capter l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 95%. 95% du trafic Internet mondial passe par ces artères sous l'eau. L'économie mondiale entière, littéralement, repose là-dessus. Si ces câbles lâchent, on éteint la lumière, tout s'arrête. Et attention à l'échelle, cette toile d'araignée, elle s'étend sur 1,3 million de kilomètres de câbles actifs, c'est monumental. Entretenir un réseau pareil, réparti aux 4 coins du globe sous des kilomètres d'eau, c'est un défi logistique qui donne le vertige. Section 2 de notre analyse, l'enfer des abysses. Parce que cet environnement, c'est pas un lac tranquille le dimanche. L'océan profond, c'est un monstre vivant, hostile, qui veut littéralement détruire tout ce qu'on y pose. Les menaces sont constantes. D'abord, on a des températures qui descendent à -2 degrés, ce qui fragilise gravement les matériaux. Ensuite, il y a la corrosion marine, silencieuse mais destructrice. On a aussi le biofouling, vous savez, ces tonnes de coquillages et d'algues qui s'accrochent et rajoutent un poids énorme aux structures. Et le truc le plus fou, documenté très sérieusement par les ingénieurs, ce sont les requins. Oui, sur certaines routes, il y a des requins qui attaquent et mordent nos câbles Internet. C'est quand même incroyable. Mais un vrai force de destruction massive là-dessous, c'est la pression hydrostatique. Pour visualiser ce que c'est que 300 atmosphères à 3000 mètres de fond, imaginez qu'on empile plusieurs voitures et qu'on concentre tout ce poids écrasant sur la surface d'un petit morceau de sucre, un seul centimètre carré. Chaque millimètre de métal, chaque capteur passe sa vie à résister à cet écrasement. Ce qui nous amène à la section 3, réparer les câbles et pipelines. Face à cette brutalité, on mène une vraie guerre mécanique. L'improvisation n'existe pas. Prenez l'un des pires cauchemars en ingénierie sous-marine, le free spawning. On pourrait croire qu'un énorme tuyau d'acier massif au fond de l'eau ne craint rien. Erreur. Le free spawning, c'est quand les courants marins viennent creuser le sable juste en dessous d'un pipeline. D'un coup, le tuyau se retrouve suspendu dans le vide sans aucun support. Et la mécanique derrière ça est impitoyable. L'eau ne fait pas que glisser sur le tuyau. Le courant frappe et ça crée des tourbillons alternés de chaque côté, ce qu'on appelle les allées de tourbillons de Kármán. Ça provoque des vibrations rythmiques. Et si le tuyau entre en résonance, l'acier subit des millions de microtorsions. Au bout d'un moment, c'est la fatigue des matériaux. Le cylindre d'acier massif craque net, tout simplement, au milieu des abysses. Alors pour empêcher ça, on a tout un arsenal robotique hallucinant. On utilise des navires capables de faire du surplace parfait au millimètre près malgré les vagues grâce au positionnement dynamique. On envoie des ROV, ces robots sous-marins géants téléguidés avec des caméras 4K. Et puis, il y a l'idée de génie, les PIG. Comme c'est trop galère d'inspecter l'extérieur d'un tuyau couvert de faune marine, on insère ces petits robots directement à l'intérieur du pipeline. Ils avancent dans le noir total et scannent le métal aux ultrasons pour trouver la moindre microfissure. C'est brillant. Passons maintenant à la section 4, la plongée en saturation. Là, on touche à ce qu'il y a de plus extrême. Parce que malgré nos super robots, on finit par buter sur ce qu'on appelle le mur de la dextérité. Quand il faut faire de la soudure ultra précise sous l'eau, les machines ne suffisent plus. Il faut des humains. C'est là qu'interviennent les plongeurs en saturation. Le concept est dingue. On ne peut pas leur faire des heures de décompression chaque jour, c'est impraticable. Du coup, ils vivent confinés pendant 2 à 4 semaines dans un tube en acier sur le bateau, un caisson qui est maintenu à la pression exacte du fond de l'océan.
C'est comme être un astronaute dans une capsule spatiale, sauf qu'ici la pression cherche à vous écraser et la moindre fuite serait instantanément fatale. Et au-delà du danger, la charge mentale est colossale. À cette pression, respirer de l'air normal est toxique, donc il respire un mélange à base d'hélium, l'héliox. Le problème de l'hélium, ça donne une voix de dessin animé en permanence, façon Donald Duck, ce qui rend les communications super compliquées dans les moments critiques. Pire, ça refroidit le corps à une vitesse folle. Il travaille dans un noir absolu, dans un froid glacial, tout en vivant dans un espace minuscule et surchauffé. Le sacrifice physique est immense. Continuons avec la section 5, la maintenance prévisionnelle et l'énergie. Si on déploie autant de moyens fous aujourd'hui, c'est surtout poussé par la transition énergétique et l'éolien offshore. Et ici, il y a une distinction fondamentale à faire sur le vocabulaire industriel de pointe. Avec tous les capteurs qu'on place partout pour créer des jumeaux numériques, le but c'est de faire de la maintenance prévisionnelle. On entend trop souvent parler de prédiction, mais c'est faux. L'industrie ne cherche pas à faire de la prédiction ou à prédire magiquement l'avenir avec une boule de cristal. L'intelligence artificielle est utilisée pour analyser les données et prévoir mathématiquement les défaillances. Anticiper la casse avant qu'une fissure n'apparaisse. Cette capacité à prévoir via la maintenance prévisionnelle, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et on ne plaisante pas avec les chiffres. Le marché de la maintenance de l'éolien en mer, c'est plus de 50 milliards de dollars projetés. Pourquoi? Parce que la maintenance, c'est environ 30% du coût total de toute la durée de vie d'un champ éolien. C'est colossal. Avoir de belles éoliennes en surface ne sert absolument à rien si les câbles sous-marins qui transportent le courant lâchent. C'est pour ça qu'investir massivement pour prévoir les pannes est devenu une question de survie pour notre transition énergétique. Et enfin, section 6, les pionnières des profondeurs. Toute cette complexité technique a complètement changé le visage de l'industrie. On est passé de la force brute pure à un besoin de très haute compétence en ingénierie. Et la pression du fond marin, elle se moque complètement des stéréotypes. Dans ce milieu hyper dur, des femmes ont brisé le plafond de glace avec une excellence technique remarquable. On pense à Bernadette Leduc dès 1974 ou à Muriel Sivaslian qui devient en 1990 la première femme en France en plongée à saturation. Et aujourd'hui, des experts comme Mario Morisseau ou Géraldine Parodi démontrent chaque jour que la rigueur scientifique et le sang-froid priment sur tout. On est passé d'une culture de l'exploit un peu casse-cou à une culture de la précision et de la sécurité. Pour refermer cette analyse, s'il y a un seul concept avec lequel il faut repartir, c'est celui d'humilité technique. On a beau créer les algorithmes les plus puissants pour prévoir chaque faille, dépenser des milliards et concevoir des robots dignes de films de science-fiction, à la fin de la journée, l'océan reste un monstre indomptable qui a le dernier mot. C'est une vraie leçon à garder en tête quand on allume simplement la lumière chez soi ou qu'on envoie un message sur son téléphone. Mais la question qui reste en suspens, face à l'explosion de nos besoins en énergie et en données, jusqu'à quand notre ingénierie réussira-t-elle à tenir bon face à l'écrasante puissance des abysses ?